À la une de ce 20h week-end, deuxième jour du dialogue intermalien phase régionale et de la diaspora. La journée est marquée par des travaux de groupes thématiques. Les participants examinent notamment les recommandations formulées à l'échelle communale, assurent les débats dans les salles grâce à nos équipes déployées un peu partout. La forêt classée de Faya subit de graves agressions avec la coupe illégale des arbres. Triste constat du ministre en charge de l'environnement en visite surprise à Kassela. Mamadou Samaké annonce de fortes mesures contre les agresseurs de l'environnement. Rentrée culturelle du groupe Corée Art et Culture à Ségou. Retour ce soir sur les temps forts des spectacles vivants qui ont marqué l'événement. L'éducation des enfants, les droits des femmes et le vivre ensemble sont entre autres thématiques traitées par les artistes sur scène. Voilà pour le titre. Bonsoir à tous. Bamako et Ankara renforcent leur coopération bilatérale. Le chef de la diplomatie malienne, à la tête d'une forte délégation, vient de prendre part à Ankara à la 4e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique entre le Mali et la Turquie. Voyons les principales décisions issues de la rencontre avec Boubacar Bablé-Touré. Au-delà d'une excellente relation diplomatique, politique et de défense entre le Mali et la Turquie, les deux pays veulent renforcer cette fois-ci leurs relations dans le domaine du commerce. Pour matérialiser cette collaboration, les ministres maliens et turcs étaient réunis à Ankara à la faveur de la 4e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Turquie et Mali. Cette coopération se veut désormais stratégique entre les deux pays. La session a permis de noter des avancées remarquables réalisées depuis la session précédente tenue à Bamako en 2018. 5 ans plus tard, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a plus que triplé. Il est passé de près de 46 milliards de francs CFA en 2018 à plus de 156 milliards de francs CFA en 2023. Une progression qui s'explique par l'engagement des autorités et des opérateurs économiques maliens et turcs à atteindre un objectif de plus de 305 milliards de francs CFA fixé par les chefs d'État du Mali et de la Turquie. Vous avez donné des chiffres éloquents à cet égard de l'évolution de nos échanges. Je pense que ces chiffres sont là et constants. Il est vrai que la 3e session de la commission mixte s'est tenue en 2018 et depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions de notre coopération et même de diversification. Aujourd'hui, notre coopération touche à presque tous les secteurs d'activité, l'agriculture, le développement rural, le secteur minier, le domaine de la santé, le domaine des constructions, le domaine des infrastructures, les équipements. Bref, aujourd'hui, on a même une expansion importante de nos échanges dans le domaine de la défense et de la sécurité. Pour une mise en œuvre diligente des conclusions et décisions de la précédente session, il a été mis en place un mécanisme de suivi qui prévoit des concertations régulières au niveau technique. Cela en vue d'une meilleure prise en charge de la vision des deux chefs d'État et des préoccupations des populations concernées. À noter que la prochaine session de la commission mixte est prévue à Bamako. En marge de la session, le ministre Diop a eu un entretien avec son homologue de l'industrie et de la technologie de Turquie. Le dialogue intermalien phase région et diaspora se poursuit à Bamako. Au deuxième jour des travaux, les participants se penchent sur la compilation des rapports issus de la phase communale. Ils approfondissent la réflexion sur les 5 thématiques retenues pour le dialogue. Youssouf Diakité et Abdourahmane Doka Traoré nous en disent plus. Le dialogue intermalien est à sa phase régionale et la compilation des rapports issus de la phase communale est activement en cours. Mais aussi les débats se poursuivent sur les 5 thématiques: paix, réconciliation et cohésion nationale, économie et développement durable, sécurité et défense nationale. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a eu beaucoup de propositions en la matière. C'est de retour à nos valeurs sociétales. Il y a beaucoup de valeurs sociétales, si on les mettait en œuvre, si on les respectait, le Malien va vivre en paix avec lui-même. Pour une nation,
d'abord créant la confiance entre les nationaux et son armée, créant la confiance entre l'armée et son pays. Je suis tout rassuré à partir de documents que nous avons eus avec la grande commission. À cette thématique s'ajoute celle relative à la géopolitique, à l'environnement, à l'international, aux questions politiques et institutionnelles. Nous ne dépassons pas 20, maximum 22 millions d'habitants. Pour 300 et quelques partis politiques, bon, on ne peut pas dire qu'il faut limiter à ça les grands pays. Bon, on dit tout le monde est démocrate, hein, que ce soit les grands pays mais les petits pays. Mais chacun applique sa démocratie à la mesure de ses moyens. Parti politique, 300. Est-ce que le Mali même peut soutenir 300 politiques? On ne peut pas. Et d'ailleurs, ça a tendance à aller vers même le sectarisme, et même la privatisation et la famille, même des politiques. Les partis politiques représentent des familles, c'est un peu trop. Il faut tout simplement, que les Maliens s'y reconnaissent comme Maliens. Que nous puissions gérer ce que nous avons chez nous, dans tous les domaines, tous les secteurs y compris. Le développement durable dans un pays ne dépend pas de l'extérieur. Ça dépend des Maliens eux-mêmes. Tous les groupes thématiques sont unanimes que c'est seul ce dialogue qui peut définitivement tourner le Mali vers une paix durable et un développement endogène qui répond aux aspirations du peuple malien. Et le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation apprécie la forte mobilisation et l'engouement autour des débats ici à Bamako. Ousmane Issoufi Maïga s'est rendu ce matin au Palais de la Culture pour encourager les participants et superviser le déroulement des débats. Nous l'écoutons au micro de Adidjou Matina. J'ai des sentiments de bonheur. Parce que hier avec le Coro, ce que j'ai vu, ensuite l'université que je considère que la 21e région du Mali maintenant, aujourd'hui, avec M. le gouverneur du district de Bamako, nous venons de faire le tour de 5 groupes thématiques constitués et qui dépassent tout le quota que nous avions fixé. En d'autres termes, la mobilisation est totale. Les gouverneurs, les maires, les chefs de quartier, les représentants de toutes les associations et partis politiques sont présents et débattent de ce sujet de paix, de réconciliation. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation est une initiative de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a dit au comité de pilotage de faire en sorte que l'ensemble des Maliennes et des Maliens participent à ce dialogue inédit, afin d'exprimer en toute liberté toutes leurs préoccupations, diagnostiquer toutes les causes du mal de notre pays et au final proposer des solutions, d'arriver à un consensus dynamique qui permette à notre pays de sortir de ces crises multidimensionnelles cycliques et qui entravent le développement harmonieux et endogène de notre pays. Partons voir également comment se déroulent les débats à l'intérieur du pays, à Kidal, San, Nara et Dioïla. Ce sont des groupes thématiques qui sont constitués là aussi pour analyser les propositions faites à l'échelle communale. Les précisions avec Mouriba Keïta, Idrissa Kone, Idrissa Keïta et Daniel Fomba. Le dialogue intermalien poursuit son petit bonhomme de chemin pour la cohésion et la paix définitive au Mali. La population de la région de Kidal voit en cette initiative du président de la transition
Une opportunité inédite vers le chemin de la paix et de l'unité nationale. Le dialogue, si le président n'avait pas pensé à ça, il fallait qu'il y pense. C'est une très bonne chose. Que les Maliens se retrouvent, n'est-ce pas, dans une même salle ou sous un même arbre pour vraiment débattre de leurs problèmes, c'est une très bonne chose. J'invite tout le monde à s'y donner massivement aux travaux afin d'avoir un Mali uni, prospère et développé. Selon les participants de ce dialogue intermalien, seule l'union sacrée des communautés peut faire rayonner la région de Kidal qui vient de sortir d'une décennie d'occupation par les forces du mal. C'est l'occasion qui est tombée pour nous de se donner la main, de se réconcilier et de travailler le Mali pour tous les Maliens. Je lance un appel à la jeunesse d'abord pour venir se donner la main parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. De venir déposer les armes, de venir travailler pour le développement de Kidal et de tous les Mali. Ce dialogue, vraiment, elle est bienvenue. Et la chance pour ce dialogue, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire. C'est les Maliens qui se parlent entre eux. Au deuxième jour de ces assises du dialogue intermalien phase régionale, l'engouement des participants prouve à suffisance l'intérêt qu'ils accordent à cette initiative des autorités de la transition. Nous sommes dans la salle de la préfecture où est basé le groupe 1. Depuis l'entame des travaux, l'ambiance est bon enfant. Nous avons vu les gens vraiment l'ambition d'apporter leur contribution pour soutenir cette transition afin qu'on puisse aller dans un nouveau Mali. Même atmosphère à la maison des jeunes avec le groupe 2 et 3 dans deux salles différentes. Jeunes, femmes et légitimité traditionnelle tirent la corde sur la bonne formulation des idées. C'est la thématique 2, la politique institutionnelle. Et le débat est très houleux. Et d'ailleurs, tellement le débat est houleux, nous accusons un retard sur le calendrier. Direction à la mairie, puis au centre d'animation pédagogique avec respectivement le groupe 4 et 5. Hors des murs, les débats sont houleux. Nous sommes au groupe numéro 5 qui traite la thématique sur la géopolitique et l'environnement international. Les débats ont atteint un niveau où moi-même je ne m'attendais pas. J'ai trouvé qu'il y avait des ressources humaines et intellectuelles capables d'analyser en tout cas tous les questionnaires inscrits par rapport à cette thématique. Nous sommes en train de se promener pour superviser l'ensemble des salles. Et salle par salle, on voit si le travail se passe bien. Et dans l'ensemble, nous avons constaté que le travail est très bien mené. Au vu de cet engouement patriotique, la synthèse s'annonce encore plus électrique ce lundi où des recommandations fortes et constructives sont attendues. Cette visite du comité de pilotage du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale et du gouverneur de Nara aux légitimités traditionnelles et religieuses vise à solliciter leur accompagnement pour le retour de la paix dans notre pays et dans la même veine, leur implication pour la réussite du dialogue direct intermalien pour la paix. À tous les niveaux, nous avons été très bien accueillis. Toutes les autorités et légitimités traditionnelles ont manifesté leur intérêt réel pour ces dialogues. Je pense qu'elles souhaitent toutes que ce dialogue soit couronné de succès. Il est d'un devoir moral de les rendre visite en vue de recueillir leur adhésion à l'action que vous voulez entreprendre et de recueillir aussi leur bénédiction en ce qui concerne les autorités religieuses. Les légitimités traditionnelles et religieuses ont unanimement salué cette initiative présidentielle visant à mettre les Maliens au cœur du processus de réconciliation nationale. Nous sommes aujourd'hui dans des problèmes, car on a négligé ce dialogue qui devait se tenir depuis longtemps. Mais on a préféré l'extérieur pour parler entre nous Maliens. Quand on se parle entre nous, cela peut profiter à tout le monde. Notre devoir est de prier pour notre pays et nous allons le faire. Quand on arrive à se parler, on va se comprendre, on peut se pardonner, on peut aller de l'avant. Donc nous apprécions à juste valeur cet exercice de dialoguer ensemble. La délégation a appelé l'ensemble des forces vives à œuvrer ensemble pour une paix durable au Mali. C'est à 10 heures qu'une équipe de supervision conduite par le gouverneur de la région, Abdullah Faskoui, s'est successivement rendue auprès des 5 groupes thématiques de travail. À chaque étape de la supervision, les débats faisaient bon train à la satisfaction de tous. Et nous avons vu des participants engagés, des participants qui participent activement, en tout cas aux travaux, et nous osons espérer que de très bonnes
propositions et de très bonnes résolutions vont sortir de ces ateliers-là. Nous avons constaté toujours l'engouement du premier jour et chaque groupe a donné du maximum pour avoir les résultats. Et au moment où je vous parle, la plupart des groupes ont presque terminé. Il faut signaler que la dernière journée de ces consultations est consacrée à la capitalisation des recommandations. Les discussions sont jugées fructueuses également à Mopti, Tombouctou et Taoudéni sur toutes les thématiques. Les participants s'expriment sans tabou. On en sait plus avec nos correspondants Boubacar Sankaré, Najim Baba Sissé et Chirfi Moulay. Au deuxième jour du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, le gouverneur de la région de Mopti, accompagné du président du conseil régional et des membres du comité de pilotage, a visité les différents groupes thématiques pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. On a vu des gens passionnés, certes, mais dans un esprit de respect mutuel. Au final, c'est le même objectif que nous recherchons. La recherche de solutions durables, la recherche de solutions endogènes, la recherche de solutions nationales à nos problématiques nationales, à nos problématiques locales et à nos problématiques régionales. Nous avons constaté un engouement extraordinaire vu le nombre des participants et la qualité de ces participants. Donc les conférences se passent bien et nous avons constaté que partout c'est le même idéal, c'est-à-dire les gens se parlent pour se comprendre et ils dialoguent pour se pardonner. À travers des débats passionnants mais empreints de courtoisie, les participants des différents groupes thématiques vont toucher du doigt les problèmes qui minent notre société et apporter des réponses idoines qui vont servir de boussole pour la phase nationale prévue à Bamako. L'autre version, la version des analyses. Les travaux de plénière du dialogue direct intermalien, phase régionale de Tombouctou, vont bon train au compte de cette deuxième journée. Les membres des 5 groupes thématiques échangent en vue de formuler des propositions aux grands groupes. On est en train de préparer la synthèse des communes, l'ensemble des travaux des communes, et on les regroupe et on fait avec les grands groupes, on verra comment maintenir ou bien ajouter, modifier les travaux qui sont. Et ça se passe très bien. Nous sommes en train de traiter la thématique qu'on nous avait affectée, qui est les questions politiques et institutionnelles du dialogue. Et vraiment, les travaux se passent très bien. Même atmosphère dans les autres groupes, très animés par les discussions. J'ai pratiquement fait le tour de tous les groupes thématiques. Les débats sont en train de se dérouler de façon sincère, de façon cordiale, avec beaucoup de courtoisie. Et vraiment, je crois que c'est ça le dialogue intermalien. Le chef de l'exécutif régional, soucieux du bon déroulement du processus, est venu jeter un coup d'œil et encourager les participants. Depuis hier jusqu'à ce matin, je reste impressionné par ce que j'ai constaté, l'intérêt que les uns et les autres portent à ces dialogues. Dans les différents groupes thématiques, les gens restent engagés, très motivés pour faire des propositions de sortie de crise. Parce que les gens attendent, après ces dialogues, qui sont entre autres les retours de la paix, les retours du vivre ensemble, la cohésion sociale à travers toute la région de Tombouctou, une reprise des activités, et le retour des déplacés, le retour des réfugiés. Au rythme de cette dynamique inclusive, l'espoir est permis de s'attendre à des bonnes propositions et recommandations à la phase clôture. Ce qui concerne surtout la région de Taoudéni, c'est surtout les thèmes de la géopolitique. La géopolitique, aujourd'hui, c'est une problématique, une grande problématique au niveau du Mali. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de résoudre à travers ce dialogue intermalien. Les points saillants quand même, nous avons vu surtout comment le pays peut gérer les relations avec les pays voisins. Nous avons opté pour l'AES. Nous avons voulu vraiment que notre État renforce les relations dans l'AES et avoir vraiment une confédération. Sortir de ces 2 jours d'échanges et de débats, les recommandations qui sont plus sorties, c'est l'opérationnalisation de la région militaire de Taoudéni. En second lieu, le redéploiement de l'ensemble de l'administration régionale sur le terrain. Nous souhaitons la continuité de la transition pour 5 ans. Parce qu'en réalité, l'État n'a montré son poids sur le plan sécuritaire que lorsque la transition a vu jour.
Et cette étape du dialogue intermalien concerne également la diaspora. Les Maliens établis à l'extérieur sont fortement mobilisés pour prendre part au débat. Voyons ensemble ce tour d'horizon qui nous conduit à Libreville, Douala, Kigali, Accra, Conakry, Riyad et Madrid. C'est avec Bemba Sibi. Le dialogue intermalien se poursuit sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques. À Libreville, c'est une participation massive qui a été notée par le général Djamou Keïta, délégué spécial du comité de pilotage au Gabon. Une forte mobilisation des Maliens vivant au Gabon qui dénote de l'intérêt qu'ils accordent au processus de discussion entre Maliens afin de formuler des recommandations pour résoudre nos problèmes. Au nord du Gabon, précisément au Cameroun, c'est le même scénario. L'envie de se parler, de s'écouter pour mettre fin au clivage. Nos compatriotes sont venus des 10 provinces du Cameroun pour dégager des pistes de solutions afin de briser la spirale des crises cycliques que le Mali a connues depuis son accession à l'indépendance. La communauté malienne résidant à Riyad, en Arabie Saoudite, salue la dynamique des autorités de la transition à réunir les Maliens autour de la table. Et le cadre approprié pour débattre des questions à la malienne était les locaux de l'ambassade du Mali sous la présidence de l'ambassadeur Boubacar Gouroudial. Le but de l'exercice est de parvenir à des recommandations pour la stabilisation du Mali, le retour de la paix et de la cohésion sociale, ainsi que le développement socio-économique du pays. À l'instar des autres missions diplomatiques et consulaires de notre pays, les travaux du dialogue intermalien se sont ouverts hier à l'ambassade du Mali à Kigali sous la présidence de l'ambassadeur Djangina Diyaya Doucouré. À l'issue de cette première journée, l'ambassadeur Doucouré s'est dit satisfait de la contribution de qualité des Maliens du Rwanda, assortie des recommandations pertinentes inspirées des bonnes pratiques en matière de réconciliation et de construction de l'unité nationale au pays des 1000 collines. Les travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont démarré également hier à Accra, au Ghana. Prennent part à ces assises les délégués des communautés maliennes des grandes villes du Ghana, du Togo et du Bénin et des entrepôts du Mali dans ces différents pays. L'ambassadeur Oumar Konaté, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a insisté sur le caractère inclusif du dialogue intermalien et a demandé aux participants de débattre sur toutes les thématiques pour lesquelles des recommandations pertinentes sont attendues. Dans le pays d'Ahmed Sékou Touré, nos compatriotes ne se sont pas fait prier pour manifester leur engouement pour ce dialogue. Autour de l'ambassadeur Koné, le président de la communauté malienne, et beaucoup de nos compatriotes se sont retrouvés dans la plus grande courtoisie pour dégager des pistes de solutions pour une sortie rapide de crise, le tout dans une atmosphère empreinte de cordialité. Enfin, en Espagne, l'ambassadeur Abdraman Babi a présidé les travaux d'ouverture du dialogue intermalien. Il a insisté sur le caractère inclusif de cette démarche des autorités de la transition. La balle est selon lui dans le camp des Maliens pour faire des propositions pour la stabilité du Mali. Ce dialogue intermalien se déroule bien dans toutes les missions diplomatiques et consulaires du Mali à travers le monde. Mohamed Kaintaoum nous fait le point des travaux dans certaines juridictions. Recoudre le tissu social et permettre aux enfants du même pays de retrouver l'entente d'antan, cela s'appelle dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce rendez-vous a mobilisé aussi les Maliens de la diaspora au niveau des ambassades et consulats du Mali. En Algérie, précisément à Alger et Tamaracet, les Maliens résidant dans ces régions sont sortis massivement pour apporter leur touche aux préoccupations nationales. C'est sous la houlette de l'ambassadeur Mahaman Amadou Maïga et du consul général de Tamaracet, Mauloud Ould Mohamed. À Rabat, au Maroc, c'est une femme qui a été choisie pour conduire les travaux. Une façon pour les autorités de prouver une fois de plus le rôle prépondérant de la gente féminine dans la refondation de l'État. Nous avons vu un engagement et l'engouement de nos compatriotes établis au Royaume du Maroc pour ce dialogue. Ils ont su démontrer à travers leur participation et surtout une participation de qualité. Une participation de qualité pour démontrer, si besoin en est, leur adhésion à la vision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Au Congo, les travaux de la phase diaspora du dialogue intermalien ont démarré à Brazzaville par la lecture du Saint-Coran. L'ambassadeur Agibou Diallo en a profité
Pour saluer l'initiative du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, il a en outre encouragé les participants venus nombreux pour débattre des thématiques sur la défense, la sécurité, la politique, l'environnement, l'économie et le développement durable. Le gouvernement malien et féliciter aussi la diaspora malienne en Italie. Les Maliens résidant en Italie ont relevé les défis de la mobilisation. Réunis autour du premier conseiller de l'ambassade du Mali à Rome, ils ont prouvé que personne ne fera le Mali à la place des Maliens. Selon eux, la phase diaspora est une aubaine pour le pays de retrouver définitivement la paix et la cohésion sociale. La Belgique enregistre une forte communauté malienne et c'est sous la direction de l'ambassadeur du Mali que la juridiction de Bruxelles a invité les compatriotes à s'investir massivement pour la réussite de la phase diaspora. Car pour eux, la refondation du Mali nécessite l'implication de tout un chacun. Le déroulement des travaux dans les missions diplomatiques a permis aux Maliens de la diaspora de créer un cadre idéal d'échange et de concertation autour de la recherche de solutions aux problèmes du pays. Dialogue intermalien, phase régionale et de la diaspora. Les travaux s'achèvent demain, les travaux de 3 jours, et donc d'autres échos sur ce processus dans nos éditions futures. Autre titre de l'actualité, la visite inopinée du ministre en charge de l'environnement dans la forêt de Faya. C'est à Kassela, environ 45 km de Bamako. Mamadou Samake a pu constater de visu des dégâts causés par la coupe illégale des arbres. Je n'en dis pas plus. Suivons plutôt ce reportage signé à Guibou Koulibaly et Toumani Diabaté. C'est sous un soleil de plomb que le ministre de l'Environnement, accompagné d'une délégation, est arrivé à Kassela. Et sur place, c'est la consternation vu l'ampleur de l'abattage sauvage des arbres. Des tonnes de troncs joncent le sol, témoin silencieux d'une catastrophe écologique en cours. Ce que nous avons découvert ici dépasse vraiment toute imagination. On pouvait tout penser que, sauf à ce que nous voyons, ou ce que nous avons découvert sur le terrain ici. Et à 40 km de Bamako, dans la localité de Kassela ici, une partie des populations s'adonne à des activités illégales, illicites, à ciel ouvert. Ici, il s'agit de l'exploitation frauduleuse du bois et du charbon du bois venant de la forêt classée de la Faya. Le ministre Samake a exprimé son indignation face à cette situation désastreuse pour l'environnement. Mais au-delà de la consternation, Mamadou Samake a également pris le temps de prodiguer des conseils à la population de Kassela, appelant à mettre fin à l'acte d'incivisme qui constitue la coupe abusive des arbres. Tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin, que ce soit en tout cas, y compris à l'intérieur des services techniques, tous ceux qui sont impliqués dans ce trafic frauduleux du bois venant de la forêt classée, en tout cas vont répondre à la loi, conformément aux procédures en la matière. Les mots du ministre résonnent comme un avertissement urgent. En effet, il est impératif que chacun prenne conscience de l'importance cruciale de préserver notre environnement. La forêt de la Faya, autrefois luxuriante, ne doit pas être condamnée à disparaître sous le coup de l'avidité et de l'irresponsabilité. Le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, en a fait une priorité et a donné des instructions fermes aux différents ministères impliqués, notamment le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le ministère de l'Administration territoriale de la décentralisation, le ministère de la Justice, le ministère des Mines, le ministère de la Sécurité, de la Protection civile, pour travailler chacun en ce qui les concerne, pour que nous puissions mettre fin vraiment à ces agressions sur nos ressources naturelles. Le temps est donc venu pour la population de Kassela et pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités envers notre environnement. Le ministre Samake a clairement indiqué que des mesures seront prises pour mettre un terme à cette destruction écologique et pour sensibiliser davantage à l'importance de la préservation de nos ressources naturelles. Fin de la formation en planification budgétaire sensible au genre.
Une formation portée par le réseau des femmes parlementaires du Mali. C'est en collaboration avec ONU Femmes et le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Les 3 jours de travaux sont sanctionnés par plusieurs recommandations, nous dit Mohamed Sangari. Une cinquantaine de personnes ont suivi la formation sur la planification et la budgétisation sensible au genre. La formation visait à soutenir la mise en pratique de l'approche genre dans ces domaines. Après 3 jours d'échanges, de débats sur la promotion du genre, les partenaires financiers se félicitent de l'organisation visant à faciliter l'intégration de cette dimension dans les programmes et budgets de l'État. La représentante présidente et son adjoint me dit de réaffirmer toute la disponibilité de Bonifam à accompagner les processus de réformes inclusives, institutionnelles, administratives et politiques du Mali qui tiennent compte de la condition de la femme. Les 3 jours de formation sur l'intégration du genre dans les budgets des programmes de l'État ont permis aux participants de formuler des recommandations. Prendre attache avec le département de tutelle pour une vision conjointe et pertinente sur la question genre. Créer un partenariat stratégique entre le réseau des femmes parlementaires et le ministère de la Promotion de la Femme. Permettre au réseau des femmes parlementaires de bénéficier permanemment de l'accompagnement de ONU Femmes et de tout partenaire qui tient en compte la souveraineté de notre pays. Créer un cadre d'audience avec les autorités. Créer une cellule genre au sein du Conseil national de transition quand le budget doit être voté pour qu'on puisse avoir une meilleure lecture du budget. Trouver le moyen d'avoir des consultants au niveau de ONU Femmes comme au niveau de d'autres partenaires pour qu'on puisse nous aider à faire notre travail parlementaire correctement. Multiplier les formations des membres du REFEP auprès de ses partenaires techniques et financiers. L'engagement et l'implication des membres du réseau des femmes parlementaires avec votre leadership, Madame la Présidente, inclure le genre dans nos activités et prises de décision sont bien manifestes. Nous notons, saluons la grande recommandation faite par la présidente du réseau, celle d'allouer plus de budget au département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il est à noter que cette formation est une réponse à des recommandations de l'atelier de formation des membres du CNT qui s'est tenu à Ségou l'année dernière. Causerie débat autour du thème de la cohésion sociale, une initiative du groupement des femmes de la communication et du numérique. Les échanges ont permis d'évoquer également plusieurs sujets visant à favoriser l'épanouissement de la femme malienne. On en sait plus avec Almouzer Al-Kamissa Yatara. Elles sont plusieurs femmes, leaders et actrices du changement dans le domaine de la communication et du numérique à se retrouver autour d'une causerie débat. En initiant cette rencontre, le groupement des femmes de la communication et du numérique veut jouer pleinement son rôle dans le domaine de la communication et du numérique. De nos jours, le numérique et la communication jouent un rôle fondamental dans notre société moderne, tant sur le plan individuel que collectif. Leur importance réside dans plusieurs aspects clés, à savoir la connectivité mondiale, l'accès à l'information, l'innovation, le progrès, l'inclusion sociale. Ce secteur est un moteur économique majeur, créant des emplois, stimulant l'innovation et contribuant à la croissance économique. Le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration se réjouit de cette initiative des femmes de la communication et du numérique. Ces causeries débats qui doivent être naturellement multipliées parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un département où Dieu seul sait, il y a beaucoup de défis. Et vous le savez autant que moi, la question du numérique, c'est une question d'actualité, mais aussi une question de défi auquel notre département doit faire face pour placer notre nation dans le monde des technologies en tenant compte naturellement des évolutions qui s'opèrent. On a vu des expériences où des dames sont rentrées en tant qu'animatrices
sont aujourd'hui, ont des masters, sont des cadres A de l'administration. Et en plus de ça, il faut rester engagé. Cette causerie débat autour d'un déjeuner a permis aux femmes d'échanger sur leur expérience, des témoignages pour inspirer d'autres filles et femmes afin d'être des pionnières, des innovatrices et des leaders de demain. Fin de la rencontre d'échange sur les enjeux de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Plusieurs recommandations sont formulées. Elles sont relatives notamment à la bonne gouvernance, à la bonne circulation des personnes et de leurs biens, ou encore à la gestion commune des questions sécuritaires. Youssouf Diakité. Le ministère de Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a voulu cet atelier pour permettre aux experts de mieux réfléchir sur les différentes articulations de la mise en œuvre de l'Alliance des États du Sahel. Cet atelier vient en contribution et en complément de l'ensemble du travail énorme, gigantesque et combien important qu'ont accompli nos 3 États respectifs dans le cadre de la concrétisation de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Les discussions porteront également sur les opportunités économiques de l'Alliance des États du Sahel. Cette volonté de nos chefs d'État de mettre nos 3 pays ensemble pour affronter tous les problèmes est un témoignage vivant de leur volonté également de s'apaisantir sur ces aspects économiques et de créer toutes les opportunités pour que les richesses de nos pays profitent à nos peuples. La circulation des personnes et de leurs biens, la gestion efficiente de la question sécuritaire sont également au cœur des priorités de l'Alliance des États du Sahel. Dès la signature et dans la charte de l'AIS, il est clairement dit que nos États se mettent ensemble pour combattre toute source d'insécurité militaire ou d'ennemis envers chacun de nos pays. Ce travail a déjà commencé. Je pense que nos pays sont actuellement aujourd'hui d'agir ensemble au niveau de leurs frontières respectives. À l'issue des travaux sont attendues des recommandations. Recommandations, une fois opérationnelles, permettront d'atteindre les objectifs recherchés par les États. Fin à Rabat, au Maroc, de la 33e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Au cours des travaux, le ministre de l'Agriculture est intervenu pour rappeler les dispositions prises par le Mali pour le développement du système alimentaire dans le pays. Lassina Dambélé a eu également une séance de travail avec son homologue marocain, Benogo Fofana, pour le reportage. La 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Le Mali ne pouvait pas manquer une telle rencontre compte tenu de la place de l'agriculture dans le développement du pays. Le ministre de l'Agriculture, Lassina Dambélé, en plaidoyer a souligné quelques projets initiés par les autorités de la transition pour le développement du secteur agricole. Le développement agricole du Mali ne peut se concevoir que dans un cadre de gestion de l'eau. Et cette gestion de l'eau passe par la réalisation d'infrastructures structurantes, notamment dans des grands aménagements où nous avons certains barrages qui sont réalisés et dont l'exploitation doit être assurée pour pouvoir augmenter notre disponibilité alimentaire. Les changements climatiques sont des réalités, comme je l'ai dit, et dans notre cas, nous pensons qu'il est bon de mettre en place des programmes structurants prioritaires d'agriculture intelligente, favorisant la productivité, la résilience et l'atténuation face au changement climatique. En marge de cette conférence de la FAO, le ministre Lassina Dambélé a rencontré son homologue marocain pour une séance de travail. Il affirme que le Mali entend s'inspirer de l'expérience marocaine sur certains aspects du développement agricole. Nous avons apprécié aussi, à partir de l'intervention du ministre et du Premier ministre marocain, le programme des barrages a été bien développé. Nous avons pensé que c'est une bonne opportunité pour nous de nous enquérir de l'expérience marocaine. Nous pensons que la coopération sud-sud est la meilleure voie par laquelle on peut passer aujourd'hui pour changer la situation de nos pays. Cette 33e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a permis aux membres et autres parties prenantes de partager les meilleures pratiques, d'explorer des partenariats et de discuter des opportunités sur la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique. À Gao, le gouvernement met à la disposition des commerçants détaillants 1500 tonnes de riz subventionnés. Une opération de vente qui vise à stabiliser les prix du riz sur le marché en ces temps difficiles. Aliou Idrissa Maïga pour les explications.
Dès l'annonce de la nouvelle, les commerçants détaillants ont pris d'assaut les locaux de la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Gao. Au niveau de la division commerce intérieur et consommation, chacun cherche à avoir la fiche des boutiques témoins autorisées à vendre le riz subventionné par l'État aux consommateurs. À l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, délégation régionale de Gao, le gouverneur de la région était présent pour donner le top départ de la vente. L'État, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, a pris la décision autorisant la vente à Gao de 1500 tonnes de riz du stock d'intervention de l'État à prix social. Le prix de vente est fixé à 355 francs CFA le kilogramme, soit 17 750 francs le sac de 50 kg. 355 000 francs CFA la tonne pour les détaillants et 375 francs CFA le kilogramme, soit 18 750 francs CFA le sac de 50 kg pour les consommateurs. J'invite les commerçants détaillants retenus à respecter scrupuleusement les prix indiqués pour le bonheur de nos populations. Les acteurs chargés de ça, c'est l'OPAM et les commerçants détaillants. Il n'y a pas de grossistes, il n'y a pas de demi-grossistes. Les commerçants détaillants viennent acheter au niveau de l'OPAM et vendre directement aux consommateurs. Ils présentent une crédibilité à notre égard pour pouvoir faire le travail. Les commerçants détaillants promettent de céder le riz conformément au prix fixé par les autorités. Nous avons créé une commission de veille qui est en train de tourner entre ces boutiques pour éviter la spéculation. Cette action est venue à point nommé, au moment opportun où vraiment la population de Gao en a fort besoin. Déjà, au niveau des boutiques témoins, les chefs de famille ont commencé à payer le sac de 50 kg de riz au prix indiqué contre 30 000 francs CFA dans les boutiques non subventionnées. À Sikasso, rencontre sur le bilan des inondations au Mali en 2023. Les chiffres révèlent plus de 35 000 personnes sinistrées, dont 5 décès et d'énormes dégâts enregistrés. Les détails avec Moussokoro Sérémé et Taïrou Konaté. Comment renforcer au mieux la résilience des populations face aux catastrophes naturelles et amener les victimes à résister à leurs conséquences? C'est cette équation que les acteurs nationaux, régionaux et locaux en charge de la santé et du développement social, de la protection civile, de l'hydraulique et de l'agriculture et leurs partenaires tentent de résoudre à travers cet atelier national bilan des inondations. Il s'agit de mettre 3 jours à profit pour parvenir à des stratégies et des actions appropriées de prévention et de riposte des risques des catastrophes. Plus d'une décennie, notre pays est exposé de façon récurrente aux inondations qui sont causées par les pluies diluviennes, les débordements des cours d'eau, le manque de canalisation pour le drainage des eaux de pluie, l'occupation anarchique des lieux de passage des eaux et des lits de cours d'eau. Chacun connaît l'abondante pluviométrie que notre région enregistre en période hivernale. C'est pourquoi les autorités communales de Sikasso ne ménageront aucun effort pour accompagner toutes les activités de cette rencontre. Pour répondre aux besoins des personnes affectées en situation d'urgence, le Mali bénéficie de l'appui de l'UNICEF, résolument engagé à travers l'amélioration de ses interventions humanitaires par des investissements dans la préparation et la réponse aux urgences. Grâce au plaidoyer et à la mobilisation de financements importants, l'UNICEF a pratiquement augmenté ses investissements sur les 2 dernières années, passant de $800 000 à $1,5 million d'un temps répartis dans les régions et à Bamako. Le point des inondations survenues en 2023, l'état de mise en œuvre des plans de préparation et de gestion des inondations et les différents outils de gestion des catastrophes sont entre autres principaux documents qui feront objet d'évaluation et de validation par les différents acteurs. À suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité qui porte sur la prévention des risques professionnels, accidents de travail et maladies, les mesures de réparation. Un débat animé par Sira Batili à ne pas manquer après ce journal. Journée mondiale de la santé, c'était jeudi. Thème retenu cette année, ma santé, mon droit. Différents acteurs s'expriment sur la problématique dans ce reportage signé Koumba Sissé.
En 2021, environ 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, ne bénéficiaient pas de la couverture sanitaire. Une information donnée par l'OMS à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé qui coïncide avec la date de création de l'organisation le 7 avril 1945. L'opportunité a été saisie par les acteurs pour revenir sur le progrès et les besoins en matière de santé. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. C'est à ce titre que l'OMS exhorte et rappelle à ses États membres en cette journée, une fois de plus, la nécessité de consolider les progrès accomplis dans la réalisation du droit à la santé, en mettant en œuvre les lois et des politiques qui garantissent un accès universel à des services de santé. Les partenaires techniques et financiers réaffirment leur soutien aux efforts du gouvernement du Mali à travers le ministère de la Santé et de l'Enfance sociale pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la lutte contre la maladie, l'harmonisation des financements du secteur pour des actions à haut impact. Ma santé, mon droit. Ce thème au centre de cette journée interpelle tous les acteurs à relever les défis afin de promouvoir la santé pour tous. Malgré les mécanismes de protection sociale au Mali, plusieurs personnes ont des limites par rapport à ce droit fondamental en raison de la pauvreté, de la discrimination, de la marginalisation et de l'injustice sociale. La santé est donc un bien commun qui nécessite une action collective et une solidarité. Tout ce que le gouvernement a réalisé avec ses différents partenaires. Et nous sommes encore une fois sur le sentier du RAMU pour une couverture sanitaire universelle. À la fin de la cérémonie, l'OMS a remis un lot de matériel médical au ministère de la Santé pour renforcer le plateau technique des structures sanitaires. Le coût de la donation est estimé à environ 71 millions de francs CFA. Rentrée culturelle du groupe Corée Art et Culture à Ségou, c'était le week-end dernier. Gros plan ce soir sur les spectacles qui ont marqué l'événement. Il s'agit d'une soirée théâtrale et d'un concert live. Éducation des enfants, droits des femmes ou encore le vivre ensemble sont entre autres thématiques traitées par les artistes sur scène. Retour sur les temps forts de ces spectacles vivants, c'est avec Cheikh Oumar Sangari. C'est sur la scène Mangala Kamara du Centre culturel Corée que sont annoncées les couleurs de la saison culturelle 2024-2025 du groupe Corée Art et Culture GCAC dans le domaine des arts de scène. Le ton fut donné lors d'une nuit dédiée au théâtre avec, dans un premier temps, le one-man show de Yoro Jakite alias Bintou Yoro intitulé Tchouné. Tchouné Nanakabo Amérique, l'enfant raté. Tchouné, c'est l'histoire d'un fils à papa appelé à affronter par la suite les difficultés de la vie. Notre société est basée sur des trucs qu'il faut respecter. Tant que tu ne forges pas ton enfant à travers ça, dès qu'il tombe dans des difficultés, il va devenir un enfant raté. Et cet enfant raté va avoir des problèmes. Et ces problèmes vont se répercuter contre la famille, contre l'environnement, contre la société. Papus, Levier, Mamie, Bijou, la Reine. Dans un deuxième temps, une pièce de 80 minutes environ. L'œuvre théâtrale défend les droits des femmes sous l'intitulé Cercle au féminin. Chaque fois que je me revois allongé par terre, avec les coups de souliers de Keita dans les côtes, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. C'est pour dire qu'on veut un changement vis-à-vis de la condition féminine. Et ce changement-là, ça vient des deux côtés, de chez les hommes et de chez les femmes. On veut juste qu'on se donne la main parce que l'homme et la femme, c'est la complémentarité. Du théâtre scénique à la musique, la deuxième soirée fut consacrée à un concert géant. D'abord avec Chaka Boire, alias Dabara Junior. Ensuite, avec l'étoile montante de la musique bois, Virginie Dambélé. J'invite les gens à se donner la main et puis aussi et surtout à vivre dans la diversité culturelle.
Enfin, le clou du live avec les grands messagers du désert qui prônent la paix, l'orchestre Amanar de Kidal. Toutes nos compositions ces dernières années sont basées sur la paix. On fait de notre mieux pour expliquer à la population, à éviter surtout l'amalgame et vraiment prendre des bons comportements. La paix c'est tout, c'est la vie. La paix c'est la vie. Quand il n'y a pas de paix, on ne vit pas, on survit. Le ton est ainsi donné pour la saison 2024-2025 du groupe Corée Art et Culture. Et les arts de scène figurent en bonne et due place dans cette programmation alléchante. On a suivi un beau reportage de Cheikh Massangare. Bonsoir Siragatou Sissé. Bonsoir Ibrahim. L'actualité des sports, c'est avec vous et nous parlons de la fin ce dimanche de la 5e journée du championnat national de basket de première division. Oui, en début d'après-midi, l'AS Police a battu le Sigui de Caille en série Monsieur 61-59. Chez les dames, le centre Bintou Dembélé CBD a suivi la loi de l'AS Police 68-58. L'ISFA sort le grand jeu face à l'AS RAL 81-66. Hier, en dames, le Djoliba avait triomphé devant le Stade Malien de Bamako 76-69. L'AS Manda avait surclassé Calaban Sport Club 70-45. Chez les messieurs, succès du Stade Malien de Bamako 61-56 sur le CRBT. Victoire d'Atakop de Kidal 81-40 sur la commune 1. Du foot avec le championnat national de Ligue 1. 2 matchs se sont disputés au compte de la 23e journée. Oui, le Djoliba s'est étrié l'AS Police 3-0 et accentue son avance en tête de la Ligue 1 avec 51 points devant l'AS RAL 40 et l'AS Bakarian de Barawili 39. L'ASCO gagne 2-1 Binga FC. La 23e journée s'achève demain lundi au stade Mamadou Konate avec 2 matchs. Stade Malin de Bamako, Union Sportive du Sec de Kita à 16h30 et à feu 11 Krater de Nyarela à 18h30. Un mot du foot féminin championnat national, 7e journée. L'AS Mané de la commune 4, 19 points et l'AS Amazon de la commune 5, 17 points sont leaders respectifs des poules A et B. Ligue de Bamako, la première journée du Caridas du championnat de 2e division a pris fin cet après-midi. Tout à fait. FC Yara bat CSB 2-0 et rejoint CF RFAF en tête après cette journée inaugurale avec 3 points et plus de goal average. Les deux équipes vont se rencontrer lors de la 2e journée. Ce Caridas détermine le titre de champion saison 2023-2024 et le ticket du tournoi de la montée au nom de la Ligue de Bamako. Toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette phase cruciale, nous dit Issa Sidibé, le président de la Ligue régionale de football de Bamako, au micro de Koyisibi. Avec nos partenaires, nous avons travaillé durant toute la saison. Maintenant, comme c'est pratiquement la fin, nous avons quand même essayé de mettre certains ingrédients comparativement aux années dernières. Donc ce qui fait aujourd'hui qu'il y a non seulement l'animation, mais aussi l'apport de notre partenaire qui est visible sur tous les terrains. Je nomme Malibet et avec notre partenaire aussi, avec Yiriba, je pense que les choses commencent à aller. Effectivement, c'était l'objectif recherché avec les partenaires ainsi que des conseils. Parce que pour aller loin aujourd'hui, ça ne peut pas se faire sans la communication. Raison pour laquelle nous avons approché Yiriba. Et à travers ce partenariat, nous sommes d'abord avec un partenaire. Et au-delà de ça, il y a d'autres discussions en cours. Rien que pour le bonheur et puis l'amélioration des conditions des clubs au niveau de Bamako, surtout en Ligue 2. Nous avons remarqué que les années passées, le champion de Bamako termine le jour, peut-être qu'il n'y a que 2 jours d'intervalle entre le début de la montée et la fin du championnat régional de Bamako. Raison pour laquelle nous avons estimé, pour éviter, parce que nous avons remarqué avec Guerrier, qui est parti à Gao, qui n'a pas pu monter, alors que l'objectif de Bamako, c'est de toujours envoyer son champion de Ligue 2 en première division. Donc nous voulons donner le temps à notre champion cette année de se préparer au mieux
pour faire face à cette échéance, rien que pour la montée en première division, quelle qu'en soit l'équipe qui sortira vainqueur de ces Cardinals. Actualité oblige, Ibrahima Traoré, le classico espagnol Real Madrid FC Barcelone est en cours au stade Santiago Bernabéu après 80 minutes de jeu. Au moment où j'entre en studio, le score était de 2 buts partout. Alors si le résultat est définitif, le Real reste leader avec 79 points à 8 points de son défunt Barça, et cela à 5 journées de la fin de la saison en Espagne. Et ce qui n'est pas une surprise d'ailleurs, Kodi Sibi ne me dira pas le contraire. Il est en train de suivre. Merci beaucoup Sragatou et bon début de semaine. Inch'Allah, merci pareillement à vous. Et vous étiez nombreux, très nombreux à demander la deuxième partie de l'émission Grain de Midi sur le divorce au Mali. Compte tenu de l'intérêt du sujet, la deuxième partie vous sera proposée demain dans Grain de Midi. Alors Lala Touré et ses chroniqueurs reçoivent comme invité Lamine Silla, communément appelé Tonton Lamine sur Radio Clédou. Kanté Yassira Diabaté, ancienne maire, signataire du Centre d'état civil 3 de Sébénikoro, Maître Koto Traoré, avocat inscrit au barreau pénal international, Ousmane Sissé, islamologue, une belle brochette d'invités autour du thème retenu, le divorce, comment réduire le taux au Mali. Rendez-vous à ne pas manquer sur nos antennes demain de 11h à 12h30. Et c'est ce qui m'a fait à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Excellent moment de télévision en notre compagnie et très bon début de semaine à toutes et à tous.